Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Transformer les entreprises pour transformer le monde. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire intitulé « À l'heure des choix, 9 clés pour faire pivoter votre modèle d'entreprise ». Merci d'être venus nombreux à ce premier webinaire du cycle de KEA Transformer les entreprises pour transformer le monde. J'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui deux personnes, François Guérin. Je ne sais pas si François, vous êtes là, si vous nous entendez. Oui, bonjour, je suis là. Bonjour François. Alors, je ne sais pas si on vous entend à distance. Je n'ai pas le retour son en tout cas. Et j'ai aussi Thibaut Cournari. Je ne sais pas si Thibaut, tu es là et si on t'entend. Oui, bonjour. Bonjour Thibaut. Est-ce que François, Thibaut, vous entendez à minima? Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Ah, François, ça y est, j'ai le retour son. C'est le premier webinaire, donc on a encore un peu de calage technique à organiser. Donc merci à tous. Peut-être avant d'introduire notre petit jingle d'introduction des webinaires, qui a déjà eu lieu. Merci à la technique, à la régie technique. Donc pour introduire ce premier webinaire qui s'appelle à l'heure des choix, 9 clés pour faire pivoter votre modèle d'entreprise. C'est le webinaire introductif d'un cycle qui s'appelle Transformer les entreprises pour transformer le monde. On est convaincu chez KEA que les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans les transitions auxquelles font face aujourd'hui les différentes sociétés, les différents États qui vont être abordés lors de la COP27. Quand on fait le bilan carbone d'un Français, en gros 25% de l'empreinte carbone d'un Français, c'est autour du transport. Et qui est-ce qui nous fournit aujourd'hui nos engins de transport? Ce sont des entreprises. 25% du bilan carbone, c'est aussi autour de l'alimentation. Et ce sont encore des entreprises qui nous fournissent notre alimentation. Et 20% ensuite, du bilan carbone des Français, c'est autour du logement. Et c'est des entreprises comme le CETI qui nous fournissent aussi toutes nos solutions d'habitat. Donc les entreprises ont un rôle majeur à jouer. Et ce qu'on va aborder aujourd'hui, si je vous donne le déroulé du webinaire, c'est d'une part, vous présenter rapidement nos intervenants. Puis on fera un petit point sur la COP27. On donnera quelques grands éléments sur c'est quoi la COP27 et quels sont les grands thèmes qui vont être adressés. On vous présentera ensuite avec Thibaut un modèle qu'on a construit qui s'appelle la Positive Business Map, qui est finalement 2 ans d'études sur que font les entreprises qui pivotent rapidement leur modèle pour créer de l'impact positif. Et puis pour conclure, le cœur de l'échange, ce sera avec François Guérin, qui est PDG du CETI, qui nous présentera quels sont les éléments concrets que lui met en œuvre au quotidien et comment est-ce qu'il fait pivoter progressivement son modèle d'entreprise pour créer un impact durable. Et puis on finira par quelques questions-réponses. Vous pouvez dans le fil du chat poser un certain nombre de questions-réponses et on essaiera de les prendre si on a le temps sur la fin de ce webinaire. Donc pour peut-être nous présenter rapidement, donc moi je m'appelle David Emmanuel Viveau, je suis associé chez KEA, en charge du pôle Impact, qui est le pôle qui s'occupe de la transition des modèles d'entreprise vers un impact durable, que je co-dirige avec Thibaut. Peut-être Thibaut, je te laisse dire un mot. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis associé également du cabinet, je m'appelle Thibaut Cournari et donc comme le disait David Emmanuel à l'instant, nous avons la charge d'animer l'équipe de consultants chez KEA qui est en charge de ces questions d'impact et de transformation vers des entreprises, vers leur responsabilité en responsabilité. On a la chance d'intervenir ce matin avec François Guérin, François qui est PDG du CETI. François, je vais dire un petit mot sur qui vous êtes. Oui, bonjour à tous, François Guérin. Moi, je suis président donc, de la société CETI. Nous sommes une société industrielle qui fabrique des produits pour l'enveloppe de l'habitat, pour la rénovation énergétique. Je suis aussi président du collectif dirigeants responsables, engagé sur cette notion effectivement d'entreprise responsable. Merci beaucoup François d'être avec nous ce matin. Peut-être en guise d'introduction, quelques éléments de rappel sur finalement les COP, de quoi parle-t-on? Donc COP, déjà il faut savoir que c'est la conférence des parties. COP, ça veut dire conférence des parties, qui étaient conférences annuelles qui sont organisées sur le thème du climat et qui ont été lancées par l'ONU depuis 1995. Et donc nous sommes la COP 27, c'est-à-dire que c'est la 27e COP aujourd'hui qui se tient à partir d'aujourd'hui en Égypte. Ces COP, elles réunissent des délégations officielles, 197 parties, donc ce sont les pays qui s'engagent à négocier tout au long de ces 2 semaines de conférences
leurs engagements sur le climat. Donc, chaque jour se tiennent des conférences et des événements par journée thématique. On vous présentera les principaux thèmes qui vont être abordés aujourd'hui en Égypte. Et puis, il y a aussi des représentants des acteurs non étatiques qui sont présents, que ce soit des agences des Nations Unies, que ce soit des ONG, que ce soit des scientifiques, que ce soit la presse ou des représentants des parties civiles. Ces COP, donc pour vous donner quelques grandes dates, quelques grands éléments qui ont marqué l'histoire de ces COP. Donc 92, le sommet de la Terre à Rio, donc c'était la première grande COP qui s'est réunie, dans laquelle les différents États ont pris l'engagement de limiter leurs gaz à effet de serre. C'est le premier grand engagement collectif à limiter les gaz à effet de serre globalement sur la Terre. 5 ans plus tard, le protocole de Kyoto, autre grande date, dans lequel les États se sont engagés à maîtriser, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, donc de 5% entre 2008 et 2012, qui a été suivi du coup en 2015 par les accords de Paris, donc qui a été le grand engagement de maîtrise de la trajectoire climatique de réchauffement à 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle. Lors de cette COP27, donc, qui se tient à partir d'aujourd'hui dans les 15 prochains jours en Égypte, on entendra parler de 3 grands thèmes. Le premier thème, c'est l'atténuation. Donc, c'est comment est-ce que les États réduisent leurs émissions, avec un enjeu qui est, au-delà des négociations, de passer à la planification de la mise en œuvre, avec une COP 2026 qui avait atterri sur un pouls mou, pour reprendre les mots des différents participants. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la mise en œuvre. On n'a que 23 pays qui aujourd'hui ont rendu leur plan d'action carbone officiellement à l'ONU. Donc planifier la mise en œuvre. Et puis on aura aussi rehaussé l'ambition d'optimisation en 2030, qui va être aussi un des grands sujets, donc accentuer la trajectoire d'optimisation. Le deuxième grand sujet, c'est l'adaptation au changement climatique. On sait que ce changement climatique a de nombreux impacts sur les populations, de déplacement, de difficultés à se nourrir dans certains endroits, d'impact climatique très fort. Donc il y a un enjeu à comment est-ce qu'on aide les populations à s'adapter à ces transitions climatiques. Et puis, on vous entendra aussi beaucoup parler d'un concept qui s'appelle les pertes et dommages. Aujourd'hui, c'est beaucoup les États du Nord, les États, on va dire, développés, qui impactent le plus les émissions carbone. Et c'est beaucoup les États en voie de développement qui subissent aujourd'hui les impacts de ces catastrophes naturelles. Donc, il y a une question du financement, du cofinancement de ces impacts auprès des États des pays les plus défavorisés. Puis, le gros enjeu sera aussi la finance climatique. Comment est-ce qu'on finance la transition? Donc, 3 grands thèmes. L'atténuation, l'adaptation, avec les pertes et dommages, la question du financement des pertes et dommages, et puis le financement climatique. Donc face à ça, en fait, les thèmes plus concrets qui seront traités lors de la COP27, le financement de l'action climatique, la recherche scientifique, l'impact sur les générations futures, les moyens de décarbonation, la préservation des écosystèmes, l'engagement des citoyens. Donc voilà un certain nombre de thématiques très concrètes qui sont traitées dans les jours qui viennent. Et face à ça, nous, Kea, mais on n'est pas les seuls à penser ça, l'entreprise a un rôle majeur à jouer. Elle a un rôle majeur à jouer parce qu'elle doit maîtriser ses émissions, parce qu'elle doit innover pour proposer des nouveaux produits, des nouvelles solutions qui sont à impact positif. Mais elle fait face à un certain nombre de freins et de grands défis, comme le financement de ces transitions. Comment financer ces transitions? Comment financer l'innovation technologique pour finalement développer, impacter, avoir un impact carbone qui soit optimisé? Comment est-ce qu'on engage ses clients, ses parties prenantes pour porter ces transitions à ses côtés? Comment est-ce qu'on arrive à travailler des horizons de stratégie qui sont cohérents avec ces transitions qui sont long terme, et puis aussi le dilemme du prisonnier, comment est-ce qu'on arrive à faire bouger tout son écosystème, toute sa filière, pour pouvoir se positionner. Pour faire face à ces défis, on a fait au sein de Kea 2 ans de R&D sur un outil qui s'appelle la Positive Business Map, qui est un canevas finalement de réflexion et de transition pour finalement identifier que font les entreprises aujourd'hui qui font pivoter leur modèle, quels sont les leviers concrets que les dirigeants activent, que les parties prenantes activent pour faire pivoter le modèle des entreprises. Et on a identifié 9 grands leviers, 9 grands champs. Et peut-être Thibaut, je te laisse introduire finalement d'où vient l'outil et quels sont les premiers grands enjeux. Oui, merci David Emmanuel. Ce canevas là, de la Positive Business Map est issu donc effectivement de 4 ans de recherche et développement. Il nous a permis au travers de nombreux travaux d'identifier 9 grands champs d'action pour les entreprises pour justement prendre toute leur part dans ces transitions écologiques et sociétales. Et encore une fois, de le faire à la fois sur les finalités qu'elles poursuivent,
Et c'est ce dont parlera François dans un instant, mais également de le faire sur la manière dont elles opèrent pour les poursuivre. La première dimension de cette Positive Business Map porte sur l'organisation et la gouvernance des entreprises. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran la Positive Business Map en question, parce que moi, je ne la vois pas. Mais, C'est bon, on la voit, Thibaut, on la voit. On la voit, ok. La première dimension donc, de cette map porte sur l'organisation et la gouvernance. Dans cette première dimension, on distingue trois grands piliers. Le premier, c'est d'abord le fait de se doter d'une raison d'être contributive. Et par raison d'être contributive, on entend effectivement le fait de se doter d'une raison d'être, mais de la traduire opérationnellement dans le pilotage de l'entreprise par des engagements précis et voire pourquoi pas jusqu'à passer entreprise à mission. La deuxième dimension concerne la gouvernance de l'entreprise et le fait de partager cette gouvernance, donc de partager la responsabilité des prises de décision avec des parties prenantes, d'intégrer le pilotage des engagements pris à la gouvernance de l'entreprise et de partager le pouvoir plus largement avec les parties prenantes, à commencer évidemment par les salariés, mais également des partenaires externes de l'entreprise. Et enfin, ce à quoi David Emmanuel faisait référence il y a un instant, c'est le fait de travailler avec son écosystème, et ce qui demande évidemment d'inventer des nouveaux modèles d'organisation et de coopération, voire de coopétition avec d'autres partenaires avec lesquels les entreprises n'ont pas forcément toujours l'habitude de travailler. Mais ça concerne le fait de gérer en commun des ressources pour les préserver et voire les régénérer, de nouer des partenariats long terme tout au long des filières et de s'engager auprès des communautés locales. On a mis en dessous sur cette vue-là un certain nombre d'entreprises qui nous semblaient à chaque fois emblématiques de ce qu'elles ont pu avoir. Ce ne sont que des exemples parmi d'autres. Ce sont des exemples emblématiques qui nous semblent emblématiques de choses mises en place dans les entreprises pour traiter chacune de ces trois dimensions. Donc là, le deuxième ligne, c'est plutôt tourné autour du business et des opérations, avec trois grands enjeux. Un enjeu autour de la performance globale, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mesuré dans l'entreprise et comment est-ce qu'on mesure la création de valeur? Est-ce qu'on mesure principalement la création de valeur financière ou est-ce qu'au contraire on valorise des actifs immatériels, la création de valeur sur différents types de capitaux sociaux, capitaux environnementaux, capitaux de savoir, capitaux de création de valeur au sein de son écosystème. Est-ce qu'on a défini des KPIs 360 de création de valeur? C'est-à-dire est-ce qu'on mesure finalement l'ensemble des types de création de valeur? Et puis comment est-ce qu'on pilote aussi l'éthique et les risques au sein de l'entreprise? On vous a mis un exemple concret, par exemple Veolia. Veolia a fait un gros travail assez remarquable de réflexion sur les 18 indicateurs de création de valeur de Veolia. Et aujourd'hui, ces 18 indicateurs sont au cœur de la création de la stratégie d'entreprise et sont au cœur de l'incentive des dirigeants. C'est-à-dire que chacun, le top 100 de Veolia, est piloté et incentivé sur les 18 indicateurs de création de valeur. On a aussi pas mal de fonds d'investissement ou de banques qui réfléchissent aujourd'hui sur le nouveau type d'indicateurs de création de valeur et des incentives, on va dire, de leur participation. Citizen Capital, par exemple, est un des exemples de fonds qui est engagé aujourd'hui sur les nouveaux indicateurs de mesure. On peut donner aussi l'exemple de Kea. Aujourd'hui, on est financé par le Crédit Mutuel Equity, qui a indexé le taux de notre dette sur nos indicateurs de notre mission. C'est-à-dire que plus on remplit nos indicateurs de mission, moins notre dette est coûteuse. Donc, il y a des systèmes d'incentive, on va dire, autour de cette performance globale. Le deuxième grand champ d'engagement des entreprises, c'est autour du modèle opérationnel à impact positif. Donc, c'est toute la chaîne de valeur qui va de la R&D, finalement, de la conception des produits, l'approvisionnement, les opérations, la distribution et la gestion de la fin de vie des produits. Donc, comment est-ce que l'ensemble de cette chaîne de valeur, de la R&D jusqu'à la fin de vie, est optimisé et crée de la valeur sociale, environnementale et sociétale positive tout au long de ces maillons de la chaîne. Comment est-ce qu'on développe de la frugalité, de la résilience et de la compétitivité de cette chaîne? Comment est-ce qu'on pilote opérationnellement l'ensemble de cette chaîne de manière responsable? On vous a mis un exemple intéressant, par exemple, qui est Interface, mais aussi François nous partagera des exemples du CETI. Mais l'Interface, qui est une entreprise qui fait des revêtements de sol, qui est aujourd'hui déjà neutre en carbone
et qui a beaucoup travaillé sur l'optimisation, la réduction de tous les, on va dire, les impacts de sa chaîne de valeur, notamment à travers l'économie circulaire, avec l'intégration d'un pourcentage très important de produits recyclés dans la construction de ces revêtements de sol. Et puis le troisième grand champ d'implication ou d'engagement des entreprises, c'est autour du business model et d'innovation for good. Donc comment est-ce qu'on crée des modèles de consommation, d'innovation et des offres qui créent de la valeur positive pour demain. Donc comment est-ce qu'on engage ses clients dans un modèle de consommation responsable, comment est-ce qu'on développe des dispositifs d'innovation durable et comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer son business model pour créer une valeur partagée, durable avec l'ensemble de ses parties prenantes. On a pas mal d'exemples dans la distribution, par exemple de Decathlon, par exemple, qui s'engage aussi bien sur des nouveaux modèles de seconde main que sur toute une réflexion du partage de la valeur tout au long de sa chaîne pour développer un business model plus équilibré pour l'avenir. Donc, performance globale, modèle opérationnel impact positif et business model et innovation for good, 3 grands champs d'implication dans le business et les opérations. Si on passe sur la troisième niveau. Je réagis en même temps aux réactions qu'il y a sur le fil. Effectivement, partager la gouvernance, c'est aller vers un modèle aussi de partage de la valeur. Ça va avec, vous avez raison. Il y a des entreprises qui agissent depuis longtemps dans ce champ-là, qui évidemment n'est pas le plus évident des champs par lequel attaquer. Ce sont les entreprises coopératives et mutualistes en particulier. On avait mis Biocoop en exemple. Biocoop, qui est une coopérative, qui a un statut coopératif et qui est dirigée par 4 collèges différents, représentant chacun les 4 grandes parties prenantes de l'entreprise, dont les clients, les fournisseurs et les salariés, bien évidemment. Et on pourrait citer bien d'autres entreprises, notamment dans le secteur du mutualisme, qui est une de nos caractéristiques françaises. La troisième dimension de ce modèle concerne le leadership, les hommes, les femmes et les hommes de l'entreprise. La première des dimensions est celle du leadership responsable. Évidemment, il n'y a pas de transformation responsable de l'entreprise sans transformation de ses leaders, de leur prise de conscience, de leur impact personnel et de l'impact de leur entreprise sur l'environnement et la société. Et évidemment, c'est eux qui, ayant pris conscience de leur impact, de l'impact de leur entreprise, vont impulser les changements. Et c'est en particulier le cas du PDG de Norcis, qui, à titre personnel, est engagé dans un certain nombre de combats et qui a tenté de retranscrire ça dans l'organisation et le fonctionnement de son entreprise et essaye d'essaimer autour de lui ces changements-là. La deuxième dimension, c'est l'autonomie et l'épanouissement des collaborateurs. Ça va à la fois respecter des conditions de travail dignes pour l'ensemble des salariés, de travailler à l'inclusion et au respect de la diversité parmi les salariés, mais c'est également le fait d'œuvrer au développement de leurs compétences et au maintien de leur employabilité. C'est le cas par exemple de Renault, qui, face aux énormes changements liés à l'arrivée des véhicules électriques, investit énormément dans la formation et la reconversion de ses salariés. Et puis, il n'y a pas d'entreprise responsable sans salariés responsables, sans salariés eux-mêmes responsabilisés. Et donc, c'est également dans cette dimension-là qu'on va parler de responsabilisation des salariés, notamment dans le sens de la raison d'être de leur entreprise. Un chantier sur lequel Michelin travaille depuis de nombreuses années et commence à obtenir des résultats. Enfin, la troisième dimension, c'est la culture écologique et sociale au sein de l'entreprise parmi l'ensemble des salariés et des dirigeants. C'est une condition sine qua non de la transformation, puisque les freins et les freins au changement et les raisons de ne pas faire et les raisons de ne pas s'engager sur le chemin d'une transition responsable sont nombreux et ils peuvent venir à la fois du haut de la pyramide comme du bas de la pyramide. Et donc, il faut que chacun s'engage dans une réflexion et une prise de conscience personnelle sur son impact à lui au sein de l'entreprise en matière d'impact.
Donc, ce qui est intéressant, peut-être juste pour conclure sur ce canvas, c'est que l'entreprise est un système et que finalement, ces différents éléments sont reliés. C'est-à-dire que finalement, votre culture peut impacter votre gouvernance, mais votre gouvernance peut impacter votre culture. La manière dont on mesure la performance globale va impacter potentiellement le modèle opérationnel. Donc, en fait, ces 9 champs-là interagissent les uns avec les autres au sein de l'entreprise. Et l'idée n'est pas de dire il faut cocher 9 cases, mais c'est plutôt un cheminement de réflexion d'entreprise qui va activer plus ou moins toute ou partie de ces leviers-là, les uns derrière les autres, pour pouvoir faire bouger son système. Et c'est la mise en cohérence des 9, et c'est la mise en tension de ces 9 champs-là qui va pouvoir faire pivoter progressivement le système de l'entreprise. Pour illustrer ces différents éléments-là, donc merci François d'être parmi nous ce matin. On voulait du coup échanger avec vous sur qu'est-ce qui a été fait au sein du CETI aujourd'hui, finalement, d'où vous êtes parti il y a quelques années, puisque vous avez entamé la transformation du CETI il y a déjà de nombreuses années. Donc finalement, d'où vous êtes parti, quels sont les premiers champs sur lesquels vous avez agi pour essayer de comprendre finalement votre histoire de transformation. Et peut-être qu'avant de rentrer dans cette histoire de transformation, peut-être nous redire qu'est-ce que fait exactement le CETI, quels sont un peu les grands champs d'activité pour mieux comprendre votre activité. Ok, bonjour à toutes et tous. Merci de cette invitation et de me proposer ce témoignage. Ça fait partie de notre mission aussi, en tout cas, de partager nos convictions. Alors, CETI, c'est une ETI industrielle de 1600 collaborateurs avec 7 usines en France et qui fabrique à l'origine, qui est spécialisée sur les portes d'entrée. Puis, on a élargi ça à l'enveloppe de l'habitat. On fait aujourd'hui aussi des fenêtres, des systèmes photovoltaïques pour les toitures, des systèmes de ventilation. Tout ça contribuant à l'enveloppe de l'habitat et à la rénovation énergétique. Et nous avons aussi une activité de distribution et pose en direct vers les particuliers. Et c'est une nouvelle marque, un nouveau réseau qu'on est en train de monter. Donc on a une activité principalement d'industriel B2B, mais aussi on profite de toutes les approches aujourd'hui digitales possibles et qui nous permettent aussi de toucher le particulier. Et donc c'est une quatrième activité qui se développe chez nous. Voilà en quelques mots CETI. Alors on est aussi engagé sur des marchés RSE depuis très longtemps. Et ça fait 15 ans qu'on a démarré cette démarche RSE qui a vraiment irrigué toute l'entreprise et qui aujourd'hui a transformé l'entreprise dans son fonctionnement, dans sa façon de construire sa stratégie. Et tout ça, on va le détailler après. Quand on vous partage ces 9 champs, François, est-ce qu'il y en a qui résonnent avec du coup le démarrage de votre transformation il y a une quinzaine d'années? Par quoi finalement vous avez commencé pour engager le pivot du CETI? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui était à l'origine de ce pivot? Quelle a été la prise de conscience de démarrage? La prise de conscience initiale, c'est moi je suis arrivé en 2009, il y avait Yann Roland qui était président et moi je suis arrivé et j'ai pris la direction générale. Et tous les deux ont partagé une conviction, c'est que l'entreprise, elle ne pouvait pas se réduire à sa simple dimension économique, qu'on avait un rôle impactant dans la société et on avait un rôle notamment impactant sur la dimension sociale, environnementale, et aussi en étant acteur du territoire sur la dimension sociétale. Voilà. Et ça, cette conviction, elle est en nous. On ne voulait pas réduire l'entreprise simplement à sa dimension économique. Et pour qu'une entreprise donne du sens à ses salariés et nous donne du sens aussi, il fallait forcément avoir une vision plus globale. Et je pense que moi je démarrais par cette notion de performance globale que vous avez mis. Alors on était aussi très imprégné de ça parce qu'au CJD, on était présent au Centre des jeunes dirigeants. Cette notion de performance globale avait été fortement développée. Et ça veut dire qu'on pilotait l'entreprise avec un ensemble d'indicateurs nous donnant la performance économique, mais aussi sociale, mais aussi environnementale et sociétale. Et ce pilotage de la performance globale a été, je dirais, le marqueur du démarrage de la démarche RSE, parce qu'elle nous donnait justement une vision 360 et que toutes nos décisions structurantes, impactantes, se prenaient aussi sur cette vision vraiment globale.
Et vous pouvez nous donner des exemples, par exemple, d'un indicateur, de nouveaux types d'indicateurs qui venaient finalement compléter votre mesure de la performance? Alors, on avait bien sûr nos performances économiques, nos indicateurs sociaux, environnementaux et sociétaux, mais sur la dimension sociale, on avait toute la partie, bien sûr, santé, sécurité, et on avait aussi toute la partie qu'on pourrait mettre dans le champ de la gouvernance et de l'actionnariat. Et nous, par exemple, on a développé très tôt l'actionnariat salarié. Et un indicateur qui était pour nous important, c'était l'engagement des salariés à porter le projet avec nous, et c'était le taux de salariés actionnaires dans l'entreprise. Taux qui aujourd'hui qui a fortement évolué, qui est à 70%. Sur, par exemple, l'implication sociétale, ça peut être aussi le taux d'achats locaux. Et donc aujourd'hui, on mesure ça, et je peux dire qu'on a 80% de nos achats dans nos 7 usines en France qui viennent des départements limitrophes au département où on est localisé. Parce qu'on dit achat dans le territoire, ça veut dire quoi? Donc nous, on s'est pris cette règle-là, on regarde tous les départements limitrophes à notre implantation et on regarde si nos achats sont bien en circuit court et à proximité de nos sites. Voilà quelques exemples. Alors, il y en a plein. Aujourd'hui, j'ai pour piloter l'entreprise une matrice de contribution. On n'a pas voulu l'appeler impact parce que on a voulu le terme contribution qui est plus positif. Et j'ai 33 indicateurs qui résument 3 axes majeurs et que je suis. Et avec ça, ça continue à me donner une vision encore plus pertinente parce qu'au fil des années, on a un peu affiné tous ces indicateurs. Cette matrice, comment vous l'utilisez avec vos managers pour piloter l'entreprise? Est-ce qu'ils sont finalement incentivés sur ces indicateurs-là, ceux qui les pilotent? Alors, cette matrice d'impact, ouais, elle est déclinée. Tous les indicateurs qu'on a dans cette matrice d'impact, se consolident. En fait, consolide tous les indicateurs qui sont déclinés dans chacune des activités. Si par exemple j'ai cette usine, j'ai un indicateur par exemple du taux de revalorisation de nos déchets, il est mesuré dans chaque usine et ensuite il se consolide en haut. J'ai par exemple, pour éviter un développement trop important de l'artificialisation des sols avec des usines qui s'étendent et sans efficacité, moi je mesure la surface mètre carré par million d'euros de chiffre d'affaires. Ça, je l'ai en consolidé pour tous les sites. Il y a plein d'autres indicateurs de ce type-là qui sont consolidés. Et donc, tous les acteurs de l'entreprise, tous les managers sont porteurs d'un des indicateurs ou de plusieurs indicateurs de la matrice de contribution qui après va se consolider. Donc, c'est un vrai outil de pilotage où on a fait en sorte que ça concerne vraiment tous les managers de l'entreprise. Personne ne peut dire aujourd'hui, je ne suis pas concerné par le sujet. Alors, comment on le rémunère? Déjà, nous, on a un principe d'entretien semestriel. Dedans, il y a des objectifs qualitatifs. Et ces sujets-là sont abordés et font partie de la grille semestrielle où il y a aussi qui est valorisée. Et puis, au niveau du COMEX, il y a une prime qui est liée au résultat, mais ce résultat... cette prime est variabilisée en fonction de la performance RSE. Et ça, on l'a objectivé parce qu'on a un audit RSE chaque année qui est fait par Etifinance et qui vient nous donner une évaluation. Et si la note s'améliore, il y a un bonus sur cette rémunération variable liée au résultat. Et si, au contraire, cette évaluation RSE donne un résultat qui se dégrade, eh bien, on a une moins-value sur ce variable. Donc, on est quelque part... Ça vient améliorer ou dégrader un variable lié à l'EBITDA, sachant qu'on donne du variable déjà s'il y a un résultat économique, et après on vient le moduler par cette note RSE. D'accord. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent dans l'Assemblée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on les prendra à la fin. Donc, premier levier, François, vous dites que vous avez travaillé sur la performance globale. Donc, comment est-ce qu'on arrive à mesurer une performance 360 en incentivant aussi les managers et puis en impliquant aussi les salariés dans l'actionnariat. Si on continue la transformation du CETI, qu'est-ce que vous avez ensuite activé? Alors, on continue sur le même axe ou on continue sur d'autres sujets Comme vous voulez, un peu dans l'ordre de votre transformation, si vous voulez, dans l'histoire de la transformation.
Ouais, si on continue sur le même axe, après je reviendrai sur les dernières étapes avec la société à mission. Mais dans cette démarche RSE, vous avez un premier modèle opérationnel impact positif. Alors, c'est vrai qu'on a, en très petit à petit, quand on avance sur ce chemin, eh bien, on oriente toutes nos décisions pour qu'elles s'alignent vraiment avec cette vision d'entreprise. Et donc, on a développé, il y a 10 ans déjà, un indicateur d'impact environnemental de nos produits et qui nous a permis chaque fois d'améliorer les nouvelles gammes. On ne faisait jamais une innovation ou un produit si l'impact environnemental de ce produit était moins bon. Donc, ça a vraiment guidé nos développements et ça a permis de développer dans nos bureaux d'études l'éco-conception. Donc, tous les gens ont été formés à l'éco-conception. On a été la première entreprise dans le bâtiment à sortir un indicateur d'impact environnemental des produits. Et ça, tout ça, au fil du temps, ça s'est renforcé avec un renforcement des solutions liées à des biomatériaux, à maintenant la mise en place aussi d'un indicateur, par exemple, de durabilité, de réparabilité des produits. Des choses qui arrivent maintenant, qui vont devenir obligatoires. Mais en fait, la démarche RSE, ça qui est intéressant, c'est qu'elle permet toujours d'anticiper ce qui va se passer sur le plan légal. Et on ne se fait jamais rattraper par ça, parce qu'on a un peu le coup d'avant, que ce soit en éco-conception, en réparabilité, en biomatériaux. Forcément, vous êtes amené à réfléchir sur ces sujets avant que la réglementation vous l'impose. Voilà des exemples très concrets. Et bien sûr, ça amène sur ces innovations qui sont aussi alignées sur le projet. Donc, on a, par exemple, créé, on a investi dans le photovoltaïque il y a un certain nombre d'années. Ça a été une activité difficile avec cette concurrence chinoise massive, mais convaincu que ce serait une des énergies majeures de demain, et je crois que tout le confirme aujourd'hui. Tout ça pour développer des solutions qu'on appelle des solutions solaires intégrées au bâtiment. Et si ça nous a coûté pendant 7-8 ans de l'investissement et du soutien en cash, aujourd'hui on voit que c'est des solutions qui arrivent comme une évidence avec la crise de l'énergie. Et donc je crois que c'est ça aussi, ces démarches RSE, ça vous pousse à innover et à vous décaler. Et moi, je crois fortement à ça, parce que sinon, on est enfermé dans cet océan rouge de l'hypercompétition, alors que si vous allez sur ces démarches RSE, vous innovez de façon à anticiper et toujours être en avance. Et donc, nos solutions solaires trouvent aujourd'hui leurs applications, parce qu'on savait que l'énergie électrique serait majeure, ce serait l'énergie de demain. Les maisons basculent sur ça, les voitures basculent sur ça, le digital a besoin d'énergie électrique et le photovoltaïque est une solution bien sûr évidente. D'où aussi notre fait qu'on a mis en place un réseau de rénovation énergétique, on veut un réseau responsable, performant, sérieux, dans un monde où il y a eu beaucoup de choses pas très sérieuses. Et là aussi, c'est des choses sur lesquelles on investit depuis 4-5 ans et qu'on développe progressivement. Donc c'est innover, mais innover vraiment avec une vision long terme. Une question, François, est-ce que tous ces dispositifs d'innovation, ces nouvelles solutions, je suppose que ça a un coût. Est-ce que vous avez eu des questions de financement de ce nouveau modèle opérationnel ou de ces solutions? Et est-ce que vos clients vous suivent dans l'achat de ces solutions et parfois aussi le surcoût potentiel de ces solutions? Alors déjà, nous on est toujours extrêmement vigilants sur la performance aussi économique. On est convaincu que la RSE est un vecteur de performance économique et je pourrais faire une petite parenthèse là-dessus, mais ça a maintenant été largement prouvé et on a fait un travail pour ça avec la Banque de France. Donc l'entreprise a toujours été saine sur le plan économique, c'est-à-dire qu'on a pu se financer normalement auprès des banques. Et lorsqu'on a des activités solides, ça permet aussi de financer des activités plus start-up et qui sont les innovations de demain. Donc, on n'a pas eu de souci de financement sur nos activités. Le solaire a été une question un peu plus, je dirais, difficile parce qu'elle a mis du temps à trouver son activité, mais aujourd'hui, on a obtenu sur cette activité précisément récemment quelques accompagnements financiers par la BPI ou l'État
pour accélérer, parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui qu'on a vraiment besoin d'une industrie en Europe. Et ça a été un de nos combats notamment. Moi, j'ai porté ça depuis 2-3 ans. Donc, je pense qu'il faut pas se dire aussi que nos clients vont acheter parce que c'est éco-conçu, made in France. Hein. Non, l'innovation doit être pertinente par l'usage qu'elle apporte et par son positionnement prix. Chaque fois qu'on a fait de l'éco-conception, on a rendu le produit plus performant et le produit n'est pas monté en prix, voire il a descendu en prix. Donc ça aussi, c'est une exigence qu'on s'est donnée, c'est rester un acteur compétitif sur le marché. Ok. Donc on a parlé de la ligne du milieu sur la performance. Donc vous disiez, on a commencé par la performance globale, puis le modèle opérationnel et les innovations. Est-ce que vous avez activé d'autres champs dans votre transformation? Alors je reviens sur la ligne du haut qui est extrêmement importante parce qu'elle est très structurante et chez nous elle est très importante. D'abord, nous avons basculé en juin 2021 en entreprise à mission, mais on a fait cette transformation en associant plusieurs choses. Et tout a été activé en même temps. J'ai mené ce projet-là en juin 2021. D'abord, je voulais une entreprise qui ait un actionnariat et une gouvernance encore plus ouverte, plus partagée. Et en même temps, qu'elle bascule sur un modèle d'entreprise à mission où cette notion d'intérêt collectif ou de marché RSE est ancrée dans les statuts et ne sera jamais une variable d'ajustement. Alors, on a fait plusieurs choses. Et je pense que c'est important de voir la cohérence du sujet. D'abord, Yann Rolland, ancien président, a fait le don de près la moitié de ses titres à une fondation, à une fonds de dotation actionnariale, qui est maintenant une fondation philanthropique et qui détient un tiers de l'entreprise. Moi, j'ai embarqué les salariés, j'avais déjà 200 salariés actionnaires, mais je les ai embarqués sur ce projet. Aujourd'hui, il y a 700 salariés actionnaires dans l'entreprise et qui détiennent un tiers de l'entreprise. Et après, je voulais aussi des fonds qui nous accompagnent, mais des fonds à impact, parce que j'en ai vu beaucoup, des fonds qui se déclarent fonds responsables, mais qui sont très greenwashing. Voilà, donc j'ai un fonds à impact, j'en ai un fonds qui est dédié à la transition énergétique, ce qui nous allait très bien parce qu'en fait, nous, on est sur le métier de la rénovation énergétique et de la transition énergétique. Et j'ai un fonds régional qui nous a toujours accompagnés et que j'ai voulu garder pour notre ancrage territorial, notamment dans l'Ouest. Tout ça, donc un actionnariat plus ouvert, plus collectif. J'associe à ça une gouvernance plus ouverte, plus partagée. J'ai un comité stratégique, j'ai 4 dirigeants externes, chacun avec des profils très différents, un représentant de chaque fonds et j'ai le représentant des salariés actionnaires. Et c'est là qu'on valide vraiment les grandes décisions structurantes pour l'entreprise. Et enfin, j'ai un comité de mission, j'ai 2 salariés, j'ai 2 dirigeants aussi externes très engagés sur ces sujets de RSE d'entreprise à mission. Un représentant de la collectivité, c'est le premier maire adjoint de la ville de Nantes, nous sommes implantés, et qui apporte une vision de c'est quoi l'impact d'une entreprise sur son territoire, et ça c'est extrêmement intéressant. Et puis j'ai le président du fonds de dotation actionnaire qui est là aussi pour incarner cette vision philanthropique et puis du projet d'entreprise à mission. Voilà, donc on a monté, et j'ai une présidente aussi, pardon, qui est du comité de mission, qui est présidente du GIEC Pays de la Loire, donc avec une très grande expertise sur ces sujets aussi de transformation, de transition écologique, et ce qui nous aide aussi à éclairer nos choix. Voilà, donc je suis convaincu de ce type de modèle, parce que si on veut mettre la RSE au cœur des modèles de nos entreprises, si on veut se donner des raisons d'être intégrant l'intérêt collectif, on ne pourra pas le faire avec des modèles d'entreprise où l'actionnariat est détenu par une seule personne qui décide de tout ou des gouvernances hyper centralisées qui décident tout seuls sur des décisions structurantes. Si on met l'intérêt collectif au centre, forcément, il faut un actionnariat et une gouvernance plus collective, parce qu'on n'a jamais raison tout seul et d'autant plus dans ce monde complexe. Donc voilà le modèle qu'on porte. Et ce modèle-là, il est issu de toutes ces années un peu de transformation. On a petit à petit, on a fait des choses, mais là, on
on a fait une étape encore plus importante. Et ça donne une vraie adhésion, une vraie cohésion dans l'entreprise. On va rouvrir l'actionnariat un an après, là, et on attend encore une montée de l'actionnariat. Et je veux dire, c'est effectivement, ça crée un engagement, une adhésion. Et puis aussi, par rapport à d'autres entreprises, et ça je mesure, un turnover beaucoup plus faible, parce que les gens sont liés, certes par le contrat de travail, mais s'ils sont liés par l'actionnariat et par le sens que cela donne. Voilà, j'étais un peu long sur le sujet, mais je crois que ça méritait, parce que c'est pour nous, c'est extrêmement structurant chez nous. Ouais, c'est essentiel. Changer son actionnaire, c'est facile. Comment on s'y prend pour faire changer son actionnariat? Pour faire changer son actionnariat, c'est-à-dire que nous, on a fait un montage l'année dernière. On a revu effectivement les choses, c'est-à-dire que Yann Rolland, qui était en actionnaire en direct, a basculé via un fonds de dotation, une fondation actionnariale. Les salariés sont montés. Moi, j'étais présent aussi. Je suis monté avec les salariés. Tout ça, ça se pilote. Je veux dire, transformer l'actionnariat, c'est de la technique financière. C'est plutôt qu'est-ce qu'on veut qui est compliqué. Est-ce que les actionnaires qui détiennent l'entreprise ont envie ou pas d'avoir un actionnariat plus ouvert? Dès qu'on touche à cette question-là, je veux dire, c'est extrêmement sensible, parce que d'un coup, on va dire, oula, je vais perdre le pouvoir. Ouais, mais les modèles d'entreprise demain porteront beaucoup plus d'actionnariat salarié que les salariés ont envie aussi d'être impliqués et pas seulement d'être de passage, quoi. Donc, je n'ai pas eu de difficulté parce que avec Yann Rolland, ancien président, moi et les salariés, on était d'accord sur ce projet-là. Le reste, c'est la technique financière qui le fait. Hein. Tout au bout de la ligne du haut, parce que vous avez parlé de raison d'être contributive, vous êtes passé entreprise à mission, vous avez parlé de l'évolution de votre gouvernance et de l'actionnariat. Tout à droite de la ligne du haut, il y a une case qui s'appelle écosystème intégré, c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille avec toute sa filière, comment est-ce qu'on co-crée avec sa filière les solutions de la transition. Est-ce que ça, c'est un sujet au sein de votre filière, finalement, construction habitat, et même sur les territoires dans lesquels vous êtes positionné, la co-construction, la création de partenariats pour co-innover et finalement identifier les solutions de demain? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes confronté, impliqué? Oui, alors ça fait partie de notre vision de l'entreprise. L'entreprise est un acteur de la société, du territoire, et à ce titre-là, il doit donner, et en même temps, quand on donne, vous savez, on reçoit aussi. C'est-à-dire qu'on irrigue son territoire et on est même irrigué de tout ça. Donc nous, c'est un sujet qu'on suit. Mais par exemple, on regardait le nombre d'associations sur lesquelles on est impliqué, engagé. On est engagé sur que ce soit des sujets professionnels, paraprofessionnels, humanitaires, culturels, mais c'était une trentaine d'associations auxquelles on est impliqué et dans lesquelles des gens de l'entreprise participent. Alors, bien sûr, il y a différents niveaux d'application d'engagement, mais bon, bien sûr, il y a nos filières professionnelles. Moi, je suis moi-même au bureau ou au conseil d'administration des 2 syndicats majeurs de nos activités. Et ça, on essaye aussi d'apporter nos convictions sur ces sujets-là. On va avoir toutes les réseaux économiques qui sont influents sur ces sujets, où on est dans la communauté d'entreprise à mission, mais surtout, on a créé l'association Dirigeants Responsables, créée en 2010 sur le territoire de Nantes. J'ai eu la présidence pendant 3 ans et j'avais lancé le développement sur d'autres territoires. Donc aujourd'hui, Dirigeants Responsables qui portent ce sujet, à mettre la RSE au cœur de nos modèles économiques, qui est implanté à Brest, à Rennes, à Angers, à La Rochelle, maintenant à Reims aussi. On a 3-4 territoires qui vont se créer. Et d'ailleurs, s'il y a des dirigeants intéressés par ça, sachez qu'on veut continuer à grandir pour faire rayonner ces valeurs. Et aujourd'hui, on est à peu près 300 d'entreprises au sein de Dirigeants Responsables à vraiment essayer de développer cette belle idée d'entreprise responsable. On a aussi beaucoup de coopération, de partenariat, et on sait faire aussi de la compétition, parce que quand on fait de la collaboration, eh bien, il y a des thèmes où on arrive ainsi à collaborer avec des concurrents, et notamment sur des sujets, par exemple, autour des enjeux du recyclage,
tout ce qui va concerner non pas une démarche, on va dire, d'innovation pure, mais plutôt sur les solutions. Il faudra forcément travailler ensemble, mutualiser des moyens. Et là, on sait faire, on a des accords aussi, en tout cas de coopétition, et ça peut très bien fonctionner. Voilà un peu différents exemples de nos engagements sur le territoire, mais pour moi, c'est clé. J'essaye de faire en sorte aussi que mes principaux managers soient tous engagés dans 1, 2 ou 3 associations, mais qu'ils soient aussi des relais de l'entreprise sur le territoire. Alors, ça nous fait une belle transition avec la 3e ligne, la ligne du bas, donc autour de la culture et du management. Donc, vous êtes vous-même un leader très engagé, on le voit au sein du CETI, mais aussi en dehors. Qu'est-ce que vous avez activé, qu'est-ce que vous activez sur cette ligne du bas pour faire pivoter votre modèle? Alors, première chose, depuis longtemps, j'ai poussé à travers les séminaires que l'on fait chaque année, j'ai poussé ces thématiques. On a eu des conférenciers qui sont venus de nous parler de ces sujets-là depuis 7-8 ans ou plus. Et donc, ça crée une sensibilité de l'équipe de management à ces enjeux, à cette urgence sociale et environnementale, pour qu'elle soit vraiment intégrée après dans l'ensemble des décisions que l'on prend. On a même, ça avait tellement plu que nos managers nous ont dit on voudrait il y avait un conférencier qui passe sur tous les sites et que les familles aussi y participent, et on avait trouvé ça très bien. Donc là, il y a eu sur les sites aussi des conférences dédiées aux salariés et à l'ensemble des salariés, et leurs familles étaient invitées. Et ça crée même, vous pouvez dire, chez certains des déclics personnels. Et voilà, donc c'est une vision aussi de l'entreprise étendue. Elle agit sur elle-même, elle agit aussi sur son écosystème. On a fait des formations, la fresque du climat, bien sûr, et aujourd'hui on la déploie sur l'ensemble des salariés. Ça se fait progressivement, parce qu'on est nombreux, mais en tout cas, ça c'est un autre moyen d'action. Après, il y a une dimension qui est extrêmement importante si on veut avancer sur ce sujet. Bien sûr, il y a la prise de conscience des dirigeants et du management, mais il y a aussi quel mode de management nous pratiquer pour que l'ensemble du management des équipes puissent aussi contribuer et se sentent vraiment impliqués dans le projet. Alors, nous, on a créé une vraie école de ce qu'on appelle le management responsable. Il y a un premier cursus management responsable fondamentaux, qui se fait en 5 jours, mais étalé sur à peu près 6-7 mois. Et puis après, on a un deuxième cursus, management responsable approfondissement, qui se fait en 6 jours, et là aussi étalé sur une période de près 6 mois. Et toutes les personnes qui viennent chez nous, qu'elles soient en situation de management hiérarchique ou management transversal ou d'experts sans management, mais qui est en relation avec beaucoup de personnes en entreprise, passent par ces formations, et ça crée une vraie cohésion managériale où les principes sont vraiment l'écoute, la responsabilisation, le respect, mais en même temps aussi, je dirais, faire respecter un cadre et des valeurs. Parce qu'une entreprise comme la nôtre est beaucoup basée sur ça, c'est le respect aussi d'un cadre et des valeurs collectives. Donc, on investit beaucoup sur ça, mais c'est ce qui fait aussi la force et la cohésion de l'entreprise. On est pendant la COP27, je crois qu'à un moment, vous m'avez parlé de PNL carbone. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur la manière dont vous utilisez ces outils? Oui, alors on a fait un bilan carbone, bien sûr, on l'avait fait déjà il y a quelques années, on l'a remis à jour en 2021. Et aujourd'hui, on a donc un objectif pour 2028 d'être à moins 50% sur notre bilan carbone. Et donc, j'ai une trajectoire qui se construit avec l'ensemble des équipes qui travaillent sur les innovations. Mais grosso modo, on part aujourd'hui d'un bilan, pour être transparent, c'est simple. Nous, on est des industriels, donc forcément, on produit du carbone. Mais le premier impact carbone, c'est nos intrants, hein. Faut savoir, c'est pas nos process chez nous, c'est pas l'énergie, le carburant de nos voitures, ça c'est presque rien.
la majorité, c'est le cas chez tous les industriels, 85% de l'impact carbone, c'est nos intrants, c'est ce qu'on achète, l'acier, l'aluminium, ça. Donc on travaille énormément sur ces sujets-là. Et comme j'ai un business plan en euros, avec mon chiffre d'affaires, mon résultat sur les 5 prochaines années, j'ai un BP carbone en me disant, voilà, avec mon bilan carbone aujourd'hui et toutes les innovations et les éco-conceptions qu'on est en train de faire, voilà ce que sera mon bilan carbone dans 5 ans. Et j'essaie de le projeter aussi sur 10 ans pour me dire en 2030, je serai effectivement dans mon objectif de moins 50%. Donc tout ça, ça se pilote. Ce que je veux dire, c'est pas si compliqué que ça. Mais si on ne se donne pas les moyens de mesure, eh ben, on n'a pas les moyens de prendre les bonnes décisions pour le piloter à la baisse. Donc c'est première chose, d'abord mesurez bien votre bilan carbone. Et puis derrière, vous avez commencé à travailler sur les gros sujets et on peut piloter un BP carbone comme on pilote un business plan en euros. Et ça nous emmène tout droit vers effectivement les sujets de demain, c'est la triple comptabilité. Demain, on va mesurer bien sûr l'impact économique, mais l'impact environnemental et l'impact social. Et c'est des sujets sur lesquels on va commencer, nous, à travailler en 2003. C'est ces sujets de triple comptabilité, de croissance soutenable, ne plus parler de croissance sans parler d'impact et de prendre en compte les limites planétaires. Voilà des beaux sujets en tout cas qui arrivent et qui seront à mon avis aussi au cœur des débats de la COP27. Vous nous avez parlé un peu des illustrations finalement des leviers que vous activez sur les 9 champs. C'est quoi les défis pour les années à venir pour le CETI? C'est quoi les prochains sujets que vous allez activer ou c'est quoi les freins auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Moi, je dirais les défis, c'est un peu ce que je viens de dire là, c'est que moi, je ne parle plus et je ne communique plus depuis des années là-dessus. Mais je trouve, j'en suis certain, mais complètement, c'est le terme has-been, quand on voit des boîtes qui disent « je vais doubler mon chiffre d'affaires en 5 ans ». Oui, et alors, pourquoi? L'idée, c'est pas de générer de la croissance pour la croissance, c'est quel est le mode de croissance que vous avez choisi. On peut se développer, mais si on se développe, ça doit être fait de façon soutenable et ça doit prendre en compte les limites planétaires. Et vous savez qu'il y en a sur ces limites planétaires, il y en a déjà 6, je crois qu'on a dépassé la limite. Donc, on est vraiment face à une urgence environnementale. Donc, quelle croissance on veut. Et pour ça, il y a plein de démarches à mettre dans l'entreprise pour que continuer à faire de la croissance, oui, mais la faire dans le respect des limites planétaires et de l'impact environnemental. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Arrêtons systématiquement de piloter nos boîtes par la croissance économique uniquement. Pilotons aussi la notion d'impact pour que les deux soient parfaitement associés. Autre sujet, on parle beaucoup du climat, mais les gaz à effet de serre notamment, c'est l'impact numéro 1 sur le climat. Mais il y a un autre sujet qui va monter très vite, c'est la biodiversité, qui est plus complexe à mesurer. Et ça, c'est un autre enjeu sur lequel je veux me pencher sur, en tout cas, l'année 2023, c'est avoir une vraie vision de l'impact de l'entreprise sur la biodiversité pour que cet indicateur-là, cet impact-là, soit mieux mesuré, mieux pris en compte aussi dans nos choix. Et on a des choses à faire sur ces thématiques-là. Alors après les freins, je dirais il y a un aspect concurrence par des acteurs ou des pays qui n'intègrent pas ces notions-là, qui est parfois déplaisante, parce que quand vous battez, moi je suis sur le photovoltaïque, je vais prendre cet exemple-là, mais moi je me bats sur un produit donc made in France avec la prise en compte des indicateurs environnementaux, et vous avez des concurrences, notamment qui viennent de Chine, qui, elles, s'affranchissent totalement de ces sujets-là, et qui, en plus, pour certains, maquillent un peu, enfin, en tout cas, on est très surpris des indicateurs bilan carbone de leurs produits. Donc, je crois qu'il y a une vraie vigilance à avoir, qu'il n'y ait pas autour de nous des opportunités de greenwashing, qui fait que ceux qui essayent de faire les choses en transparence soient pas gênés par des acteurs qui soient pas sous les mêmes règles, obligations légales, hein, mais les mêmes aspects réglementaires, ou qui jouent un peu avec le flou de ces indicateurs pour finalement être dans une fausse concurrence. Donc voilà, ça c'est un des points de vigilance que j'ai et que je peux constater déjà aussi sur certains produits. Donc c'est notre rôle aussi de faire cette veille-là, et puis
de surveiller que les pratiques restent vraiment transparentes. D'où l'enjeu aussi de faire évoluer les réglementations pour s'assurer qu'il y ait une homogénéité Exactement. de mesure. Peut-être qu'on a 2-3 minutes pour prendre quelques questions. On va essayer d'afficher. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je crois qu'il y en a un certain nombre. Alors, est-ce que le taux d'implication des salariés a accru leur productivité? C'est une des premières questions qui a été posée dans le chat, François. Et eu un impact? Alors, écoutez, moi, c'est toujours une question qui est extrêmement difficile à répondre parce que je n'ai pas une mesure précise. Moi, je pense que notre cohésion, notre force collective, elle est renforcée par cette notion d'actionnariat salarié. Vous savez, j'ai des CSE, comme tout le monde, on a sur chaque site. Ces CSE, vous avez les élus. Comme vous avez autour de la table 70% de salariés actionnaires au CSE, vous avez vite fait de parler du bien commun qui est l'entreprise, puisque la plupart des gens sont actionnaires. Donc, oui, c'est un effet de cohésion et je pense d'implication globalement supplémentaire. Mais vous savez, quand je suis arrivé, je ne faisais pas la différence entre un salarié actionnaire et un salarié non actionnaire parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça crée un engagement qui fait que tout le monde s'aligne sur cette dynamique. Et moi, je ne sais pas détecter sans le savoir si ce salarié est actionnaire ou pas actionnaire, c'est pas un problème. Ça crée globalement une dynamique où tout le monde est embarqué, actionnaire ou pas. Ok, on a peut-être le temps d'en prendre encore une ou deux autres. Par quoi commencer si on veut faire pivoter son modèle? Est-ce qu'il y a un ordre particulier? Est-ce que vous avez une tactique particulière pour assembler ces différents leviers? Non, c'est des questions qu'on a beaucoup eues au sein de dirigeants responsables lorsqu'il y a des entreprises qui démarchent, qui commencent. Là, sincèrement, c'est à vous c'est aux entreprises de choisir parce que, il y a dans quel secteur vous êtes. Est-ce que c'est une dimension sociale qui est plus impactante qu'une dimension environnementale? Est-ce que l'aspect sociétal est si primordial? Donc, tout ça, ça passe par des outils. Alors, certains s'appellent la matrice de matérialité. Vous regardez tous les sujets qui concernent l'impact et vous regardez aussi, parmi tous ces sujets, ceux qui vraiment aussi impactent le développement d'entreprise et attaquez-vous au bon sujet. Et puis, attaquez-vous à ce que vous avez envie de faire en premier. On a des patrons qui sont venus, dirigeants responsables, démarrer des démarches RSE. Certains avaient une fibre environnementale, ils ont attaqué par ça. D'autres avaient une fibre sociale, ils ont démarré par ça. Mais d'abord, faites-le par rapport à votre ADN, votre sensibilité et puis aux besoins de l'entreprise. Mais ce qui est certain, c'est lorsqu'on a démarré, au bout d'un moment, lorsqu'on tire sur la ficelle jusqu'au bout, on est obligé d'avoir cette vision 360 parce qu'on ne peut pas faire que de l'environnement sans traiter un jour l'aspect social et réciproquement. Donc, si vous démarrez par un bout, parce que c'est ça qui est le plus important, de toute façon, au fil du temps, vous allez entraîner tous les sujets. Ce qu'on constate aussi, c'est que suivant les entreprises, le potentiel d'activation de certains leviers est plus facile que d'autres. Donc, il y a aussi un contexte, une situation qui fait que parfois, il est plus facile de faire bouger d'abord sa performance ou d'abord les premières briques de son modèle opérationnel. Les grandes transformations comme faire bouger son actionnariat tel que vous l'avez fait, il faut créer les conditions pour arriver à le faire basculer et c'est des transformations de plus long terme. Une dernière petite question, Étienne, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors, il est temps de passer à la conclusion de ce webinaire. Il est 28, on va essayer de tenir le timing. Donc, comme on vous l'a dit, Kia s'engage dans un cycle de webinaires. Donc, tous les jours, à l'occasion de la COP 27, vous aurez une thématique qui va être traitée, une thématique qui recouvre les différents champs de la Positive Business Map. On est en train d'essayer de rafficher le document pour vous donner le programme. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site de Kia pour pouvoir voir la liste des conférences et pouvoir venir vous inscrire à ces différents éléments. Si je passe, donc vous avez ici la liste des différents éléments. Donc aujourd'hui, on était sur les 9 clés pour pivoter. On a aussi une le 17 novembre qui sera plus globalement sur l'agriculture au service du défi climatique. Si on reprend champ par champ de la PBM, j'essaie de passer à la page d'après. On en a sur la raison d'être contributive. Donc la raison d'être,
En quoi est-elle un accélérateur pour intégrer les nécessaires transitions le 18 novembre? On en a une sur la gouvernance partagée, qui est le 8 novembre sur transition climatique et gouvernance. Donc, quelle bonne gouvernance pour piloter sa transition climatique. Sur les écosystèmes, on en a deux. Une le 8 novembre sur comment est-ce qu'on arrive à concilier performance et durabilité, notamment dans la grande consommation-distribution. Et puis sur l'ancrage territorial, comment est-ce qu'on peut finalement développer son ancrage territorial pour une transition durable. Sur la performance globale, on en a une le 10 novembre autour d'accélérer la transition bas carbone par la data, donc le lien entre data et pilotage de la performance extra-financière notamment et carbone. Sur les modèles opérationnels, on en a deux, une le 9 novembre sur comment est-ce qu'on arrive à faire pivoter ce modèle opérationnel bas carbone dans le secteur de la construction. Donc François, n'hésitez pas à vous reconnecter le 9 novembre. Et puis on en a une aussi sur le j'ai un peu de mal à lire, sur le devoir d'action pour les achats, donc aussi le 15 novembre sur les achats responsables, donc comment est-ce qu'on arrive à faire pivoter son modèle d'achat pour contribuer à un modèle opérationnel durable. Sur l'innovation, on a une conférence le 15 novembre sur l'économie circulaire, comment on arrive à travailler avec son écosystème pour développer l'économie circulaire. Sur la partie, sur toute la ligne du bas, on a une sur le 16 novembre sur engager ses collaborateurs pour la transition écologique. Je pense que François vous donne des exemples. Il y en a d'autres pour permettre d'engager l'ensemble des collaborateurs. Donc rendez-vous dès demain pour le webinaire sur la transition climatique, mais tous les matins, ou regardez les horaires sur notre site, on aura une conférence sur la transition. Un grand merci François pour ce témoignage riche, complet, et merci à tous de vous être connectés ce matin pour ce webinaire et à très vite. Merci, au revoir. Au revoir. Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Transformer les entreprises pour transformer le monde.